Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers étudiants, bonjour. Voilà, nous allons voir aujourd'hui euh, une question importante en cardiologie. C'est l'une des urgences majeures, l'urgence par excellence, le syndrome coronaire aigu, alias infarctus du myocarde. Voici le plan. Donc, nous allons voir successivement les deux entités. Pourquoi on les classe en syndrome coronaire aigu plus SCA plus et SCA moins. Nous allons voir et les particularités de chaque entité et sa prise en charge. Comme vous le savez aujourd'hui, les deux principales causes de mortalité en Algérie et de par le monde, ce sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Un décès sur quatre en Algérie serait dû aux maladies cardiovasculaires, surtout aux complications de l'athérosclérose. Puisque vous savez que l'athérosclérose est une anomalie qui touche l'artère, et l'artère est partout, hein. C'est une maladie polyvasculaire, donc on peut avoir des complications un petit peu partout. Au niveau du cerveau, c'est l'AVC, au niveau des artères coronaires, c'est la mort subite, l'infarctus, c'est l'insuffisance cardiaque, au niveau de l'artère rénale, c'est l'insuffisance rénale, etc. Donc, l'athérothrombose est l'une des causes majeures des complications et une des causes majeures de la mortalité. De nombreux guidelines et recommandations ont été émises. Nous allons surtout nous intéresser à celle qui a été mise en 2019 par l'European Society of Cardiology. Le diagnostic du syndrome coronaire aigu est un diagnostic clinico-électrique, c'est-à-dire qu'il sera basé essentiellement sur la douleur thoracique et le bon vieux ECG qui est toujours valable et qui est toujours à la pointe du diagnostic malgré un siècle et demi d'ancienneté. Donc comme je l'ai dit, on aura deux entités, ST plus et ST moins, et il s'agira surtout d'une course contre la montre parce que si le temps est de l'argent ailleurs, ici le temps c'est du muscle, c'est la vie, et il faut rapidement ouvrir la terre. Et on terminera par la prévention primaire qui est la pierre angulaire de la prise en charge de ce syndrome coronaire aigu. Donc, le syndrome coronaire aigu en fait, les syndromes coronaires aigus sont des syndromes douloureux thoraciques, comme nous l'avons dit, qui sont en rapport avec une ischémie myocardique sévère, pouvant évoluer vers la nécrose cellulaire. Tous les syndromes coronaires partagent le même substratum physiopathologique, c'est-à-dire une rupture ou une érosion d'une plaque d'athérome qui se complique par la formation d'un thrombus plus ou moins occlusif. En cas d'occlusion thrombotique totale et complète, comme ici à droite, comme vous le voyez à droite, donc l'ischémie est prolongée et évolue vers la lésion, puis vers la nécrose pour aboutir à la nécrose transmurale en l'absence d'une intervention. Ici c'est bouché, donc il faut déboucher. En cas d'obstruction partielle, comme ici, on assiste à une ischémie sévère et transitoire qui s'exprime sur le plan clinique aussi par une douleur. Et ici, on peut avoir deux entités. Soit il y a des fragments de thrombus qui peuvent emboliser dans les artérioles distales et seront responsables de foyers de micronécrose, de micro-infarctus, avec en conséquence une élévation des troponines. Et là, nous avons ce qu'on appelle l'infarctus sans onde Q, ou l'infarctus sous endocardique, ou le no-ST-MI, no ST elevation myocardial. Dans le cas où on n'a pas de sus-décalage et pas d'augmentation des troponines, nous sommes dans la troisième entité, c'est-à-dire l'angor instable. Donc vous voyez que le CG et le dosage des troponines vont nous permettre d'avoir trois types de syndrome coronaire aigu. En fait, le STEMI, ST elevation myocardial infarction, qui est le sus-décalage, où l'artère est bouchée, l'angor instable et le non-STEMI, ou l'IDM sans onde Q. Donc, vous voyez que dans le groupe SCA-, on peut avoir soit un angor instable, soit un non-STEMI. Donc voilà, je me répète un peu. Donc dans le premier cas, il faut revasculariser en urgence. Dans le second cas, il faut éviter que l'artère s'occlue et se bouche. Donc rapidement, on voit un petit peu l'anatomie coronaire qui est intéressante à rappeler. Vous savez qu'il y a deux artères qui sortent de l'aorte, des sinus. Nous avons
le tronc commun gauche qui va derrière l'artère pulmonaire, ici, et qui va donner l'IVA, l'interventriculaire antérieur, qui va vasculariser le septum et le bord antérieur du cœur, la paroi antérieure du cœur, et la CX, la circonflexe, qui constitue, qui va vasculariser la paroi latérale et parfois même la paroi inférieure. À droite, vous avez l'artère coronaire droite qui vascularise le ventricule droit et la paroi postérieure. Notez ici qu'il y a, ce qu'on appelle une circulation des anastomoses non fonctionnelles qui existent au niveau du septum et de la paroïde. Elles peuvent, c'est important de connaître parce que ces anastomoses non fonctionnelles peuvent devenir fonctionnelles entre 2 ou 3 troncs ou même sur un tronc en cas de constitution d'une sténose si elle est de constitution très progressive. Cela explique beaucoup de choses. Cela explique qu'une occlusion brutale entraîne un infarctus transmural étendu et qu'à l'opposé, une autre occlusion complète puisse se constituer sans grand dommage si elle l'a fait lentement et parfois elle est asymptomatique, comme chez le diabétique où la moitié presque des infarctus sont asymptomatiques. Une plaque d'athérome est constituée, comme vous le savez, d'une chape fibreuse, fine, et un gros cœur lipidique et une densité faible en cellules musculaires lisses. Donc, la rupture de cette plaque va conduire à l'exposition du cœur lipidique et l'activation et l'agrégation des plaquettes. Donc, cette activation de la cascade de la coagulation va former un caillot fibrinochorique plus ou moins occlusif, avec une réduction brutale. Donc, et je vous conseille vivement de revoir un petit peu l'athérosclérose, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il nous faudrait plusieurs heures pour faire le tour de la question. Donc c'est une question fondamentale à relire. Il y a en fait un effet synergique de deux facteurs dans la genèse de cette plaque et de la maladie athérothrombotique. Il y a la dyslipidémie, donc puisque vous savez que le LDL cholestérol est un composant majeur des plaques, et associé à une dysfonction endothéliale, l'endothélium qui normalement assure un rôle protecteur à plusieurs échelles, va être dysfonctionnant et ceci est dû surtout aux facteurs de risque comme le diabète, le tabac ou l'hypertension. Donc, c'est la plaque d'athérome que nous avons vue qui explique un petit peu tout ça. Les conséquences de l'ischémie myocardique, c'est les anomalies métaboliques, puis les anomalies électriques, et enfin les anomalies cliniques et la nécrose myocardique. Donc le diagnostic du syndrome coronaire aigu va être basé sur la douleur et le CG, et accessoirement la troponine, 2-adlotroponine, qui est intéressante surtout pour le SCA-. Il y a d'abord cet événement cardiovasculaire survient en général dans un terrain particulier. C'est une personne qui a beaucoup de facteurs de risque. Comme vous le savez, vous avez des facteurs de risque modifiables et non modifiables. Les modifiables, vous les voyez en rouge, comme le tabac, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, le diabète, etc. Et non modifiables. Donc, en général, il faut d'abord chercher le terrain de survenue de cet événement cardiovasculaire. Le diagnostic des syndromes est d'abord un diagnostic d'interrogatoire, donc c'est important. Cliniquement, la douleur est le maître symptôme. Il s'agit souvent d'une douleur angineuse typique dont le siège est rétrosternal, en bas, entre les deux seins, exprimé par la paume de la main, comme vous le voyez ici, posée sur le thorax. Ça, c'est très important. Même si vous avez un ECG normal et vous avez une douleur pareille, il faut toujours garder le patient en observation. Les irradiations aussi sont assez caractéristiques, puisque l'irradiation va se faire vers les deux épaules, vers les poignets. Le caractère constrictif oneto, donc oneto, sensation poitrine enserrée dans des griffes qui est prolongée. C'est aussi, pour parler de ST+, il faut au moins 20 minutes. Ce n'est pas les petites douleurs de quelques minutes. Et à l'inverse, ça c'est dans le STEMI. À l'inverse, dans le non-STEMI, dans les infarctus sans onde ou dans l'ongo instable, les douleurs sont plus courtes,
sont de plus courte durée, mais souvent récidivantes. Euh, donc, parfois, il faut dire aussi que cette douleur peut ne pas être évocatrice et parfois atypique. Et là, il faut faire attention, surtout si les personnes âgées diabétiques, où la douleur peut être discrète ou limitée au niveau de sites classiques qui ne sont pas toujours évidents. Nous avons beaucoup d'infarctus qui font des manifestations digestives, des manifestations vagales. Donc, c'est des patients qui vont errer un peu partout chez le gastro, et le diagnostic est fait tardivement. Pour vous dire que chez les diabétiques, certaines études montrent que la moitié des infarctus sont de découverte à l'ECG, donc asymptomatique. Il faut évaluer rapidement le retentissement d'une pathologie coronaire, le souffle, voire un bilan d'extension, puisque nous avons dit que l'athérosclérose est une maladie polyvasculaire qui va toucher l'ensemble de l'arme artérielle. Et à partir de là, nous allons avoir donc ce STEMI qu'il faut absolument, et là c'est le premier message important, toute douleur thoracique doit bénéficier d'un ECG dans les meilleurs délais, ce qu'on appelle un ECG qualifiant, c'est-à-dire qui permet le diagnostic avec les 12 dérivations, comme on vous l'a montré au service et dans les TD. Donc, c'est très important, devant toute douleur thoracique, il faut faire un ECG. Donc, le diagnostic ECG des syndromes coronaires aigus, vous avez, pour la définition du ST+, un sujet décalage de ST dans au moins 2 dérivations contiguës, donc dérivation pluricordiale, un sujet décalage supérieur à 0,2 mV et périphérique 0,1 mV. Il faut savoir aussi que l'apparition d'un bloc de branche gauche récent avec un syndrome coronaire aigu, avec une douleur, est synonyme aussi de syndrome de STEMI. Donc, si vous avez, il faut avoir un ancien ECG pour pouvoir le comparer. Si vous avez vous avez un bloc de branche gauche, là, vous pouvez procéder rapidement à la revascularisation. Par contre, dans le syndrome coronaire aigu sans décalage du segment ST, on peut avoir, comme nous allons le voir, plusieurs anomalies électriques, des décalages transitoires, un sous-décalage du segment ST ou des anomalies isolées de l'anté. La troponine, donc, qui est secondaire à la lyse, donc à la lyse des myocytes, on peut la trouver donc, mais il faut dire aussi, il y a un message important ici, que cette troponine n'a pas beaucoup d'intérêt dans le ST+, car elle va vous faire perdre du temps, car elle ne s'élève et elle devient typique à partir de la 3e heure. Donc, elle sera intéressante surtout dans le cas non ST, c'est-à-dire dans le non-STEMI, le syndrome coronaire négatif, moins, parce qu'elle va permettre un petit peu de hiérarchiser le risque, d'affiner l'évaluation du risque et de classer, comme nous l'avons vu, le patient en angor instable ou non STEMI. Les diagnostics différentiels des syndromes coronaires aigus dans le contexte d'une douleur thoracique aiguë. Donc vous avez bien sûr les autres, les urgences cardiaques à éliminer, surtout l'embolie pulmonaire, la dissection aortique. Vous pouvez avoir aussi des douleurs thoraciques pulmonaires dues à des bronchites, à des pneumonies, des pleurésies vasculaires, surtout la dissection gastro-intestinaux. Ce sont des diagnostics souvent qui peuvent... Et parfois, on a ce qu'on appelle l'angor intriqué, c'est-à-dire il y a un angor en plus associé à une maladie gastro-intestinale, orthopédique ou autre. Donc, pour les urgences cardiologiques, vous avez la dissection aortique, ça vous allez le voir dans le cours de la dissection aortique, la péricardite. Parfois, il nous arrive de thromboliser des patients qui présentaient des péricardites. Et vous savez qu'ici, vous comprenez que c'est dangereux de thromboliser une péricardite. L'embolie pulmonaire, elle a des dimères, l'angiotédium thoracique, le pneumothorax et les pathologies œsophagiennes, etc. Tout ça doit être éliminé rapidement devant une douleur thoracique. Et d'où l'intérêt de l'ECG.
Donc, nous allons commencer donc par le syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment FT, SCA+, ou STEMI, ST Elevation Myocardial Infarction. C'est une véritable course contre la montre pour le diagnostic, puisque vous savez que après 12 heures, c'est trop tard, on ne peut plus récupérer de myocarde, et plus on agit vite, plus on va gagner du temps, surtout la première heure, ce qu'on appelle le golden hour, l'heure d'or. Donc, en cas d'occlusion totale et complète, l'ischémie évolue rapidement vers la lésion. Donc, la douleur thoracique aiguë prolongée et le sus-décalage du segment ST-LECG ou BBG présubérescent sont suffisants pour porter le diagnostic. On n'a pas besoin d'autre. Devant toute douleur, surtout si elle est typique, on fait un ECG, on trouve un sus-décalage, il faut agir. Il faut rechercher rapidement les éventuelles complications que nous allons voir après, par l'auscultation cardiaque minutieuse, la prise de la tension artérielle et l'état hémodynamique à la recherche des râles crépitants. Donc le CG fait en urgence va retrouver, donc il affirme le diagnostic en enregistrant des signes directs dans les dérivations faisant face à l'infarctus. Vous avez l'ischémie sous-endocardique qui est très précoce et transitoire, mais elle n'est pas toujours enregistrée, donc il faut vraiment cette grande onde T positive symétrique pointue, il faut la prendre dès le début, mais parfois elle peut être suggestive. Par la suite apparaît la lésion sous-épicardique, qui est un sus-décalage du segment ST convexe vers le haut, comme vous pouvez le voir, englobant l'onde T, réalisant un classique onde de Pardé. Et enfin, si on ne fait rien, si ça évolue, l'onde Q profonde et large, durant au moins 0,04 secondes, affirmant la nécrose transmurale qui apparaît entre la 3e et la 12e heure. Par la suite, l'onde T devient négative, pointue et symétrique, c'est l'ischémie sous-épicardique qu'on retrouve bien après. Donc voici les différentes évolutions. Donc, c'est à l'ECG qui est un examen clé à faire en urgence au domicile du patient si possible, avec 18 dérivations, parce qu'il va confirmer le diagnostic et le siège. Donc vous voyez que l'onde T au début positive, en fait pointue et symétrique, et puis l'onde de Pardé, sus-décalage, l'onde T avec un sous-décalage en miroir dans l'indication opposée. N'oubliez pas les images en miroir que nous allons voir. Et enfin, après la 6e heure, apparaît l'onde Q et qui persiste habituellement comme cicatrice de nécrose. Voici un aspect typique. Donc vous avez un sus-décalage dans le territoire antérieur. Hein. Vous voyez ici, c'est l'interventriculaire antérieur. Ici, vous avez un STEMI à la phase aiguë avec un sus-décalage en V1, V2, V3 juste au début, hein, V4. Donc ça, c'est avec une douleur thoracique et un aspect pareil. Il faut rapidement procéder à la revascularisation. Un STEMI inférieur, hein, donc sus-décalage en D2, vous voyez très bien D3, AVF, avec des images en miroir, regardez en V1, V2 et V3, donc c'est des images en miroir, avec un sous-décalage, l'aspect tout à fait inverse. Et vous avez donc le CG qui permet d'avoir une idée sur l'artère qui est atteinte, puisque dans l'infarctus antérieur, c'est surtout l'IVA. L'infarctus latéral, c'est surtout la CX. Et le postéro-inférieur, c'est surtout la coronaire noire et parfois la CX. Il y a des formes difficiles, donc ça c'était les formes faciles. Parfois, certains aspects ECG certaines atypies peuvent rendre le diagnostic difficile, comme c'est le cas du bloc de branche gauche. Donc en présence d'un bloc de branche gauche, comme vous voyez ici, vous avez des troubles de la repolarisation secondaire, vous avez un aspect particulier du QRS. Donc ici, c'est le signe de Cabrera, comme vous pouvez voir ici, ce crochetage de la branche ascendante de l'onde S en V3, V4 est très significatif et suggestif d'un infarctus antérieur. Le rythme électrostimulé aussi, quand vous avez un rythme électrostimulé, quelqu'un qui a un pacemaker, ça peut rendre difficile le diagnostic puisque l'aspect électrique est très variable, mais aussi lorsque vous avez une préexcitation.
Donc, dans ces deux cas, le Wolf ou le pacemaker, une fois le diagnostic fortement suspecté sur l'activité clinique, la douleur est électrique, le malade doit être pris en charge par une équipe de soins intensifs cardiologiques pour porter le plus rapidement possible l'indication de la revascularisation. Donc, ça, et là, il faut faire attention. Donc, voici les critères un petit peu en cas de bloc de branche gauche, de pacemaker. Vous pouvez aussi avoir un aspect assez particulier lorsque vous avez une occlusion du tronc commun ou des lésions très tronculaires avec un aspect d'ischémie sur toutes les dérivations, c'est-à-dire un sus-décalage DST de 1 mm dans au moins 8 dérivations avec un sus-décalage DST en AVR, AVR. Ça, c'est des aspects quand même qui relèvent de la spécialité, des subtilités que parfois on retrouve. Donc, les complications de l'infarctus font la gravité de la pathologie. Nous avons des complications hémodynamiques. C'est d'abord l'insuffisance cardiaque, souvent ventriculaire gauche. Le retentissement hémodynamique est classé selon le score de Philippe, qui prend en considération le tableau clinique, la présence des crépitants, la fréquence respiratoire, la pression artérielle systolique et la vasoconstriction cutanée. Donc vous avez deux, Philippe 1, Philippe 4. Philippe 1, c'est un très bon diagnostic, pronostic. Le Philippe 4, le choc cardiogénique, la mortalité avoisine les 100%. Vous avez aussi les complications de l'infarctus rythmique. Ici, la fibrillation ventriculaire, qui est la complication la plus grave, qui nécessite une intervention en urgence, et c'est la principale cause de décès et de mort subite. Il y a un arrêt circulatoire avec un aspect polymorphe peu ample, comme vous voyez. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? 3 chocs successifs avant le massage cardiaque. Et voilà, donc et parfois on va voir qu'il faut donner des médicaments. Donc il faut différencier la fibrillation ventriculaire de la tachycardie ventriculaire, dont les complexes sont plus monomorphes et plus amples, comme vous voyez ici, mais qui peut aussi conduire à un état de défaillance hémodynamique et à la mort. Les extraventriculaires sont peu fréquentes, d'où l'importance de la surveillance, de mettre un scope. À la phase aiguë également, nous avons les blocs auriculo-ventriculaires et les blocs de branche, des troubles de la conduction, nécessitant parfois des chocs électriques externes, des stimulations temporaires, ou l'atropine, parfois qui est suffisant, 0,5 à 1 mg en IV avant la revascularisation. Les complications à la phase aiguë, on a également des complications systémiques, puisque nous avons des nécroses. La triade de Virchow est présente avec donc lésion de l'endothélium, stase, trouble de la coagulation par le syndrome inflammatoire, l'embolie systémique, les embolies, certains infarctus se manifestent dès le début par des AVC ou des accidents thromboemboliques périphériques. On peut avoir une extension de la nécrose, des complications mécaniques graves, comme la rupture du septum, la CIV, la rupture de pilier qui va donner une fuite importante, et le choc cardiogénique quand la nécrose touche beaucoup de myocarde et qui est de très mauvais pronostics. Plus tardivement, les complications les plus tardives, à côté de ces complications précoces que nous avons vues, vous avez l'insuffisance cardiaque, longueur d'effort, les troubles du rythme ventriculaire et la récidive d'infarctus. Donc, nous allons parler du traitement.